Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce premier rendez-vous du Café des libraires. Un café donc où les libraires vous accueillent et évidemment, ils savent très très bien faire ça. Ils interviewent les auteurs et ils vous donnent très très envie de continuer la rencontre à travers les livres. Donc on va encore découvrir plusieurs livres ce matin et toute la matinée. On a juste une interruption de 13h à 14h. Et on continuera ensuite jusqu'à 20h. Donc encore merci d'être avec nous. Je remercie tout de suite toute notre équipe qui va être sur pied quand même pendant toute la journée. Il y a une captation vidéo, hein, donc vous pouvez revoir les cafés des libraires si vous le souhaitez. Les semaines après, il y a une captation vidéo et puis il y a donc toute une équipe derrière que je salue. Voilà, alors avec nous sur ce plateau, je vais commencer par vous présenter le libraire que certains d'entre vous connaissent certainement déjà. Il s'agit de Simon Payen qui est libraire à 1000 pages à Vincennes, donc je crois qu'il a une grande habitude d'animer des rencontres et puis on a eu l'occasion de travailler ensemble déjà. Moi je ne suis qu'une hôtesse, hein, je tiens à vous dire, j'accueille tout le monde. J'ai un peu regardé les livres quand même, mais c'est pas moi qui fais les interviews. C'est vraiment le café des libraires. Et pour me présenter quand même, je suis une des cofondatrices du Festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo, dont j'anime le café littéraire depuis 34 ans. Voilà, et où j'ai eu l'occasion déjà de rencontrer pas mal d'auteurs. Merci. Merci à vous. Donc, avec nous sur le plateau ce matin, à côté de Grace Coston qui va assurer la traduction, il y a Colm Tóibín. L'ai-je bien prononcé, Colm Tóibín? Que nous sommes très heureux de recevoir et qui nous parlera de son dernier livre qui s'intitule Long Island, qui est paru chez Grasset, qui a été traduit de l'anglais par Anna Gibson, ou Gibson, je ne sais pas comment on dit, Gibson. Ok, voilà. Ensuite, à côté de Colm, Elisa Chua du Sapin, qui, elle, bienvenue aussi, qui, elle, nous parlera d'un livre qui s'intitule Le vieil incendie, qui est paru aux éditions Zoé. Et puis, à côté de Johanna Moberly, qui va devenir une grande habituée du café littéraire, puisqu'elle est déjà venue plusieurs fois hier, Nathan Hill, qu'on est très heureux aussi de recevoir pour son nouveau livre Bien-être, Wellness, traduit de l'anglais par Nathalie Bru et qui est paru chez Gallimard en septembre, donc il n'y a pas longtemps, quoi. Il est tout nouveau. Voilà. Alors, je te laisse me dire par qui tu commences. Bonjour, merci beaucoup Maët pour cette introduction. Merci à toutes et à tous pour votre présence ce matin. C'est un immense plaisir de retrouver le Festival America pour parler littérature pendant 1 heure. L'Irlande des années 1970, la campagne française, le Périgord aujourd'hui, le Chicago des années 90. C'est un voyage dans le temps et dans l'espace qu'on vous propose avec Maët ce matin des deux côtés de l'Atlantique, à travers 3 romans sur l'amour, sur la famille et plus précisément sur l'effet du temps qui passe. Comment réparer des liens familiaux brisés? Comment est-ce que les sentiments amoureux ressurgissent exactement là où on les avait laissés 20 ans auparavant? Comment les plus belles promesses d'amour s'étiolent? Et pourquoi, pour être aussi concret que Nathan Hill, dort-on enlacé toutes les nuits, mais après quelques années, achète-t-on un appartement avec 2 chambres parentales au cas où l'un des 2 ronfle trop fort? Cette question, pas celle du ronflement, mais celle de l'effet du temps sur les sentiments, c'est, je crois, une des questions qui obsède la littérature depuis la nuit des temps, parce qu'elle comporte en elle une part de mystère, parce qu'elle n'est pas réductible, et aussi sans doute parce qu'il y a 1000 réponses. Alors bonjour Colm Tóibín, bonjour Elisa Chua du Sapin et Nathan Hill, je suis ravi de vous retrouver, un magnifique trio pour commencer. On commence avec Colm Tóibín. Qui est Colm Tóibín, Maët? Il est né en Irlande. Il a plus d'une dizaine de livres, romans ou nouvelles traduits en français par Anna Gibson. Il est lauréat d'un grand nombre de prix littéraires, finaliste du Booker Prize pour Le Maître, son roman biographique consacré à Henry James, prix du meilleur livre étranger pour Le Maître aussi, paru en 2004, je crois. Le grand public l'a découvert aussi avec la publication de Brooklyn, adaptée au cinéma en 2015 et nommé
nommé aux Oscars. Il a été adapté au cinéma par John Crowley, c'est ça ? Ici, voilà. Le magicien, donc j'en ai dit, c'est son dernier roman sur Thomas Mann, a rencontré aussi un immense succès. Et là, donc, c'est un nouveau roman, Long Island, qui nous met en contact avec des personnages que personnellement j'aime beaucoup. Moi aussi, notamment le personnage principal, Eilish Lacey, le grand retour d'Eilish Lacey, 15 ans après Brooklyn, en Irlande, dans sa ville natale, à Enniscorthy. Il faut dire que ça se passait pas très bien à Long Island lorsque un jour un homme toque à sa porte pour lui annoncer que son mari la trompe et qu'un enfant va naître de cet adultère. À Enniscorthy, dans le sud de l'Irlande, rien n'a changé. La ville semble comme coupée du monde. La modernité ne retentit pas aux oreilles des habitants, ni l'écho des bombes qui explosent quelques centaines de kilomètres au-dessus en Irlande du Nord. Si tout est resté figé, c'est également le cas de Jim Farrell, le patron du pub local, avec qui Eilish Lacey avait eu un début de relation amoureuse il y a 20 ans, et il n'en faut pas beaucoup plus pour que tout ressurgisse. Vous signez, je pense, un grand roman d'amour, le grand roman d'amour d'Eilish Lacey, celui des amours manqués, tiraillé entre l'Amérique d'un côté, celle de la modernité et de la famille, et l'Irlande de l'autre, celle de la ruralité et des racines. Votre roman s'intitule Long Island. Pourtant, le plus clair de sa narration se passe en Irlande, à Enniscorthy. Pourquoi ce titre? Because a lot of people come to places that they're not from. For example, there are a lot of Polish people in Dublin, and you think, where are you? I'm in Dublin, but you're not from Dublin, but you're in Dublin. What's your address? Dublin. And so it's that irony and ambiguity surrounding immigration that she lives in Long Island. That is where she is now. But nonetheless, she's Irish, she's an outsider, she's an insider. So I'm sort of playing with those words like Brooklyn, because so many people who came to Brooklyn, even now in Brooklyn, but especially Brooklyn in the 40s and in the 50s, 1950s, was a place filled with people who were born elsewhere. But that was their address now. So it's that idea. En fait, je pense que le monde est plein de personnes qui vivent dans un endroit alors qu'ils viennent d'un autre endroit. Par exemple, il y a beaucoup de Polonais qui habitent à Dublin. Ils ne sont pas de Dublin, mais ils sont à Dublin. Et ça, c'est un peu l'ironie du sort qu'on trouve, ou l'ambiguïté, si on veut, de la migration, des flux migratoires. Et Eilish est à Brooklyn. Elle est à la fois quelqu'un d'extérieur de Brooklyn, mais à l'intérieur de Brooklyn. Et c'était le cas dans les années 40-50 aux États-Unis. Il y avait beaucoup de personnes qui habitaient Brooklyn, mais qui étaient nées ailleurs. Donc, on peut être quelque part tout en étant d'ailleurs. Très encourageant. Et cette ville d'Enniscorthy, elle semble quand même très mystérieuse, notamment dans son rapport au reste du monde et au reste de l'Irlande, notamment à l'Irlande du Nord. Comment est-ce qu'elle est aussi coupée du monde extérieur? I have no interest in Ireland, in a nation, in a state, in a country. It would be too much to start writing about Ireland. It's like a dream word. But I'm from this town, and I can write about the streets. I was there in the summer of 1976. I know what pub you went to, what people wore, what people said. So I'm working very specifically about a very specific set of streets and the larger questions. For example, in 1976, the question of Northern Ireland was not widely discussed. 5 years earlier, 5 years later, but it is that funny time in America. It's the time of Gerald Ford. No one remembers it. It's post-Nixon and it's it's post-Nixon and it's pre-Reagan. And therefore, it's a funny time where you can have characters and you can write them with a sort of intensity because the social world around them, the political world around them is grey and dull compared to the small matter of love, the small matter of family. And in a way, that's what a novel can do. Just for example, nobody knows what was happening in France except that it was in the year of Madame Bovary, because it was her year. So the aim of a novel is to make it the year of the character rather than the year of the society or the year of the political world.
En fait, non, je n'écris pas sur l'Irlande, pour ainsi dire. Ça ne m'intéresse pas trop d'écrire sur un pays ou une nation ou de parler du rêve que serait l'Irlande. Je parle de Enniscorthy parce que c'est de là que je viens. Et j'étais à Enniscorthy à l'été 76. Et donc, je sais très bien précisément quelles sont les rues de ce petit bourg, quels sont les pubs qu'on fréquente, qu'est-ce que les gens portaient, qu'est-ce que les gens se racontaient. Et en 76, je peux vous dire qu'en Enniscorthy, on ne parlait pas beaucoup de l'Irlande du Nord et du conflit là-bas. Peut-être que 5 ans avant ou 5 ans après, oui, on en parlait, mais à cette époque précisément, on n'en parlait pas. C'était pas c'était pas au devant de nos esprits. Aux États-Unis, à cette époque, il y avait Gerald Ford qui était le président. C'est une époque qu'on a complètement oubliée. C'était un non-être. C'était après Nixon et c'était avant Reagan, donc c'était rien. Alors pendant ces périodes-là, ces périodes creuses, si on veut, c'est là que les personnages peuvent prendre toute leur place. Parce que ce qui se passe dans la société et dans le monde politique autour est inintéressant, est ennuyeux, est gris. Et donc les petites histoires d'amour et de famille peuvent surgir. Par exemple, je pense que si on pense à Madame Bovary, on pense à l'année de Madame Bovary. On ne pense pas à ce qui se passait dans le monde politique autour d'elle à ce moment. Une des personnes qui prend beaucoup de place, c'est la mère d'Elish Lacy. En l'occurrence, elle fête ses 80 ans. Quand Elish Lacy revient à Enniscorthy, elle est accueillie avec la phrase suivante « Tu sais, la famille, c'est souvent ce qu'il y a de pire ». Cette phrase, ça pourrait être celle qui résume un peu ce qu'a fait des libraires. Quelle vision de la famille Elish Lacy laisse-t-elle derrière elle en revenant en Irlande? I mean, I think the job of a novelist is to take words that everybody uses, a word like family or a word like love, and say, what can we do with this word that will undermine it, destabilize it, defamiliarize it? So you take family first. Well, look, you're a novelist, you're writing a novel. A girl comes home from America after 20 years, she hasn't seen her mother. And you have a moment now the novel is waiting for, the moment when she appears at the door and her mother comes to the door. And they hug, embrace, and they cry, Mommy, Mommy, it's wonderful to be home. Oh, it's lovely to see you. Don't write that scene. Leave it out. Just don't do it. It's a cliche, but also it's sugary, it's stupid. Just don't write it. And then when you don't write it, you realize that after a few days, the daughter is sorry she came home. She's in her old bedroom. Imagine going back to your old bedroom after 20 years, the same mattress. And her mother is angry with her for being away. So that the dream of coming home is now the nightmare of being home. And my job is to try and make that credible and plausible and also just build it slowly. So the word, not only the word family, but the word love between mother and daughter, suddenly becomes almost hate. Not exactly hate. You've got to be careful. Don't do exactly the opposite. But it isn't as though the scene from a soap opera, mom, mother, daughter, don't write it. Oui, je pense que pour un romancier, il est important de prendre des mots comme la famille ou l'amour et de travailler avec ces mots, de les ressentir afin de les saper, de les déstabiliser, de les rendre moins familiers, de changer leur sens. Et dans mon roman, nous avons donc effectivement la scène où après 20 ans, il y a une fille qui se rend à nouveau en Irlande, où elle va voir sa mère pour la première fois depuis 20 ans. Alors elle arrive à la porte, la mère ouvre la porte, alors on peut imaginer tout de suite qu'elle tombe l'une l'autre dans les bras, la mère de la fille, et qu'elle pleure, « Oh ma fille, oh ma mère !» Non, il ne faut pas écrire ça. C'est inintéressant, c'est un cliché, c'est trop édulcoré, non. Et dans mon roman, on se rend vite compte que la fille, en fait, regrette d'être rentrée en Irlande quelque part. Elle se retrouve dans son ancienne chambre d'enfant. Vous imaginez, après 20 ans, retourner dans votre chambre d'enfant. Donc, ce qu'elle a rêvé, ce retour du rêve dans le pays natal, on peut
en fait, peut virer très vite au cauchemar. Donc, il faut travailler avec ces deux aspects de la situation pour rendre quelque chose de plausible. Je ne dis pas qu'il faut donc pas écrire la scène d'amour fantastique, ni quelque chose qui se changerait complètement en haine, parce que ce n'est pas non plus le contraire, mais il faut trouver un juste milieu pour présenter cette scène qui est un mélange à la fois de ce rêve du retour et le cauchemar. C'est pas, je me permets, c'est pas l'essentiel du livre, la question que je vais poser, mais je me demande, Colombe, si vous n'avez pas un problème quand même avec les mères d'un certain âge, parce que il y a cette mère donc qui accueille sa fille d'une manière pas très sympa, mais il y a aussi la mamma italienne dont tu parleras peut-être aussi, qui est absolument difficile à vivre aussi. Alors vous n'auriez pas un petit problème avec les mères d'un certain âge? At the end of Long Island, my novel, the person who wins is Eilish's mother. All the time she has a plan, and the reader's watching her, and she has a plan, which is, I mean, I don't want to give, no, I won't tell you, but and she wins. So who wins? The mother wins. So yes, I want you to think that, oh, there's a problem with her, the writer doesn't like her. And then by the end of the book, think, look who won. Look who got everything she wanted, the mother. And so, you work with all the time with levels of ambiguity over what you're directing the reader to think about a character, because it's never stable. And I love that Italian mother. I love the way she moves around and plans everything. So I'm in favor of these old mothers. I am a big supporter in general of mothers, but in particular of these two. Dans le livre Long Island, oui, il y a cette mère, la mère d'Eilish, mais qui est-ce qui a gain de cause à la fin du roman? C'est bien cette mère-là. Je ne vais pas vendre la mèche et révéler la fin de l'histoire, mais vous pouvez imaginer que j'ai un problème avec cette mère, que le lecteur peut se dire « Ah, l'auteur ne doit pas beaucoup aimer ce personnage », mais en fin de compte, c'est elle qui obtient tout ce qu'elle souhaite dans le livre. Donc, moi, j'aime bien travailler avec cette ambiguïté. En tant qu'auteur, j'essaie de faire cheminer les pensées de mes lecteurs sur un certain chemin, mais à la fin, ça se finit comme ça se finit. Et par rapport à la mère italienne, moi, je l'aime. Moi, j'adore cette... c'est la belle-mère. Moi, je l'adore et je ne peux pas dire que je n'aime... Je ne vous permets pas de dire que je n'aime pas les mères. J'aime beaucoup les mères de tous les âges. Ouf. Il y a quelque chose de très spécifique dans l'écriture de Colum Tabin, c'est son obsession pour les couleurs. Dans Long Island, tout est extrêmement coloré, les robes sont jaunes, les couleurs sont vives. Je me demandais, en vous lisant, et en vous lisant aussi Les Astres du Sapin et Nathaniel Hill, quel rapport vous entretenez aux couleurs dans votre écriture? Est-ce que vous pourriez penser que vos romans ont une couleur? Nathaniel Hill. Oh boy. Nobody's ever asked me that question before. Thank you. Yes, I can imagine. I know that the most colorful image in the book is the vivid polka dot dress that my main character's sister always wears, and there's a very specific reason for that. And if I told you, it would give away the ending of the book, so I can't do it. But this character is deeply meaningful for my character Jack, and sort of sets him on a path to move away from the country, to move to Chicago to become an artist. So she's very central to his experience, and to convey that in a sort of unconscious way, I gave her the most colorful outfits in the book. C'est une question qu'on m'a jamais posée. Je sais que dans ce livre, l'image qui est peut-être la plus colorée, c'est la robe qui est portée par la sœur de Jack. Et il y a une raison très importante pour cela, mais je ne vais pas spoiler le livre. Mais c'est un personnage très important pour Jack qui l'aide à suivre une nouvelle trajectoire, à aller vivre à Chicago et à devenir artiste. Et donc, je voulais
mettre de façon un peu inconsciente ces couleurs dans les habits de ce personnage, pour souligner cela. On va laisser Elisa répondre aussi, je présenterai après. Ça fonctionne ? Oui. Okay. Je crois qu'en général, oui, les couleurs, mais tout ce qui est sensoriel, c'est assez présent dans mon travail. Parce qu'avant tout, j'aborde l'écriture d'une manière justement sensitive et sensorielle et pas intellectuelle. Donc tout traverse les 5 sens. Je pense que dans Le Vieil Incendie, c'est plus un texte d'odeur et de texture, mais parce que ça se passe au fin fond du Périgord, dans les grottes où en fait il n'y a pas de lumière, où il pleut beaucoup. Mais il y a quelques points effectivement de couleur, comme là je pense à l'instant à la camionnette orange qui fait rire Agathe, la narratrice, parce que ça lui fait penser à une camionnette de voirie. C'est ça qui va leur permettre, avec sa sœur, de vider la maison d'enfance. Et cette couleur revient plusieurs fois, par exemple. Alors, je vais peut-être les présenter comme ça, ce sera... Oui ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Tu me dis, hein, c'est toi qui baigne. Alors, donc, vous, Elisa, Chua du Sapin, vous avez grandi entre Paris, Séoul et la Suisse, où vous vivez toujours, je crois. Je vis au Proche-Orient maintenant, en Cisjordanie. Voilà. Votre premier roman, Ivera Sokcho, publié en 2016, a reçu de nombreux prix littéraires, dont le prestigieux National Book Awards aux États-Unis en 2021. Les billes du Pachenko est le 2e et Vladivostok Circus en 2020 fait partie de la sélection Femina étranger. Le Vieil Incendie a reçu le prix 1000 pages, comme je le disais hier. Quand on a le prix 1000 pages, c'est un gage de qualité en 2023. Donc 3 romans qui sont parus aux éditions Zoé et qui sont traduits dans le monde entier. Et puis Nathan Hill, qui est né dans l'Iowa, a connu un immense succès international dès son premier roman, Les fantômes du vieux pays, sacrée révélation étrangère du magazine Lire, et lauréat du prix Folio Télérama des libraires. Bien-être, récemment paru aux États-Unis et en Angleterre, a aussi reçu un très très bel accueil, et ce sera, à mon avis, le cas ici aussi. Donc je te laisse enchaîner maintenant. Bien sûr, tu parlais du prix 1000 pages, je suis engagé là-dedans. Il faut que je vous prouve à quel point c'est le meilleur prix. Et Le Vieil Incendie était un livre absolument magnifique, Elisa Chua du Sapin. Chez vous aussi, comme pour Colm Tóibín, le paysage dans lequel évolue votre roman semble mystérieux, comme pour renforcer le face-à-face entre Agathe et Vera, 2 sœurs que beaucoup de choses séparent. Elles ne se sont pas vues depuis 15 ans. Agathe est scénariste à New York et Vera est restée dans le Périgord. Il se trouve que le père vient de mourir. Il s'agit de vider la maison et de tenter, ou pas, de réparer un lien de sororité qui s'est brisé. Mais tout n'est pas si simple, d'autant que Vera est aphasique. Aphasique, c'est pas muette, c'est-à-dire que des sons peuvent sortir, mais pas du langage. À mon sens, Le Vieil Incendie, c'est la preuve que le langage ne permet pas forcément de comprendre les êtres, de les rapprocher, mais l'écriture le peut. Votre livre me semble l'inverse d'une littérature explicative, soulignée. Je vois dans ce roman une vraie prouesse littéraire pour explorer les non-dits, les paroles indicibles, les rancœurs cachées. C'est l'une de mes grandes révélations littéraires de ces dernières années. Alors déjà, merci en tant que lecteur. Vider la maison, c'est aussi vider les souvenirs. Et vous fouillez une fois de plus cette question du langage qui est déjà présente dans votre œuvre, celle des déséquilibres du langage. Comment l'aphasie de Vera est-elle arrivée dans votre roman ? Est-ce qu'il s'agissait du point de départ du Vieil Incendie ? Merci pour cette question. Et, en fait, ça me fait sourire parce que c'est carrément le dernier sujet qui est apparu. Enfin, c'était plutôt la solution qui m'a permis de terminer le livre après des années de travail. Il y a eu plusieurs étapes au début. En fait, je prends connaissance de mes personnages vraiment au fur et à mesure de l'écriture. Au début, je n'ai aucune idée de qui ils vont être. Et je les découvre sur les années de travail, tout comme les lieux. Généralement, c'est plutôt un lieu, le point de départ. Et si, à mesure de l'écriture, je réalise que le lieu n'est pas en écho avec l'intériorité de mes personnages, j'en change. Et en l'occurrence, au début, cette histoire se passait à New York, où j'ai vécu un moment. Et ça faisait longtemps que je voulais écrire sur cette ville, mais je n'y suis toujours pas arrivée. Et en fait, en 2021, j'ai été à un festival à Saint-Léon-sur-Vézère, en Dordogne,
qui m'a rappelé, presque par hasard, que j'étais née là-bas, à Sarlat. Et en fait, cette région, en plein Covid, m'a permis de visiter des gouffres, des grottes, d'être vraiment en confrontation avec cette histoire ancestrale de notre humanité. Et c'est aussi là que j'ai compris que le lien sororal était fondamental dans mon texte. À cette époque-là, il y avait vaguement une sœur qui traînait dans l'histoire, mais c'était vraiment pas le sujet principal. Et donc, je suis retournée en résidence pendant quelques mois dans une maison toute seule au fin fond de cette campagne. Et j'ai continué d'écrire pendant des mois sur cette relation qui en fait me résistait fortement. Et il faut dire aussi que dans mes 3 premiers romans, mes personnages sont tous des enfants uniques. C'était pas un choix, c'est un constat qui est arrivé quand j'ai abordé le 4e livre. Et j'étais un peu choquée parce que dans la vraie vie, j'ai 3 petites sœurs. Alors je me demandais pourquoi j'avais pas parlé de ça plus tôt. Et j'ai réalisé que c'est parce que justement ce lien, pour moi en tout cas, il est tellement complexe. Je crois qu'il explore à peu près toute l'amplitude du spectre des relations humaines. Que je ne pouvais pas écrire dessus sans en faire le lieu central. Mais il y avait en parallèle une autre intuition dans l'écriture de ce roman, c'était justement la question de la langue. En l'occurrence, j'avais aussi réalisé que dans mes 3 premiers romans, mes personnages parlent plein de langues, mais pas le français, alors que je n'écris qu'en français. Et Hivera Sokcho, mon premier roman, il est apparu parce que j'avais réalisé que petit à petit, je perdais ma langue maternelle, le coréen. Et donc, j'ai imaginé une histoire qui se passe en Extrême-Orient. Tout se passe en coréen dans ma tête parce que c'est une langue que je comprends, que je parle, mais que, en même temps, j'ai quand même principalement perdu par rapport au français. Et en fait, après 3 romans qui se passent en Corée, au Japon, à l'Extrême-Orient russe, qui sont des endroits où j'ai longtemps vécu, j'ai été petit à petit assignée à cet Extrême-Orient, mais avec un sentiment de décalage assez fort parce qu'en fait, je ne me sens pas vraiment cette appartenance à ce territoire. Et je crois que j'ai eu besoin, comme dans mon premier roman, j'ai eu besoin de me prouver que j'étais capable de penser coréen, entre guillemets. J'ai eu l'impression qu'il fallait que je puisse être capable d'écrire sur un territoire qui est en fait la France, mon territoire paternel, et surtout avec des personnages pour qui la langue française n'est pas un enjeu. Et ce qui est apparu, c'est que pendant les longs mois d'écriture, mes 2 sœurs, elles parlaient entre elles, donc elles parlaient français, mais j'avais l'impression que la langue était plutôt un obstacle entre elles, qu'à chaque fois que j'écrivais, que ce soit un dialogue concret dans le texte ou alors que j'imagine ces dialogues en français, j'avais toujours l'impression qu'elles se parlaient mais qu'elles ne communiquaient pas. Et c'était tellement frustrant que vraiment, en fait, c'était impossible de terminer ce livre. Et comme je suis fascinée par les animaux, leur manière de communiquer, l'éthologie, je crois qu'à un moment donné, et aussi dans cette région, j'étais entourée d'animaux, en fait. Donc, je les observais beaucoup et je crois que j'ai commencé à me dire que j'allais pouvoir développer cette relation en imaginant ces 2 filles comme 2 chats dans cette maison. Et donc, j'ai retiré la parole à l'une des 2 filles. C'était vraiment étrange parce que je me suis dit, mais en fait, il faut simplement qu'elle ne parle pas. Alors, au niveau de l'écriture, c'était un réel défi parce que c'était un handicap. Clairement, il fallait que je puisse exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, sans passer du tout par la parole, alors qu'en plus, on est dans le point de vue de Agathe, qui, elle, peut parler. Mais en même temps, c'est à partir du moment où, justement, c'est le corps et l'espace qui ont pris les devants que en fait, tout est devenu beaucoup plus simple et qu'en à peine 3 mois, j'ai pu terminer le livre. Donc, j'ai vraiment tout réécrit à la fin. Vous parliez tout à l'heure de romans sensoriels, de textes d'odeur. On pourrait me dire que Le Vieil Incendie, c'est un roman minéral. Tous les paysages sont composés de grottes. Les pierres de la maison du pigeonnier semblent avoir une mémoire. L'un des personnages, Octave, dit même « La pierre absorbe tout ». Quelle place elle occupe la minéralité dans Le Vieil Incendie ? C'est une question à laquelle c'est difficile de répondre parce que je ne l'ai jamais conceptualisée. J'y ai pas pensé spécifiquement au moment où j'écrivais. Je crois que simplement, pour tous mes romans,
je m'immerge complètement dans mes univers romanesques, mais donc, comme ils sont très ancrés dans des lieux réels, je crois que là, c'est une terre qui est minérale, et donc j'ai été traversée par cette pierre, par toute la question de l'archéologie aussi. Après, c'est vrai que je mène aussi beaucoup d'entretiens très concrets sur le terrain. Il y a une grande part qui est presque journalistique, même si ce sont des romans que j'écris, ou d'enquête, ou d'ethnologie. Et je crois que j'ai été frappée par le fait que c'est une région qui est vraiment, enfin, qui porte en elle beaucoup de l'histoire de la planète, mais aussi de notre histoire collective avec l'histoire de l'humanité. Dans les premières traces de narration qu'on a retrouvées en Occident avec des peintures rupestres. Et je crois que ça m'a... En fait, le fait que ces premières peintures soient minérales et qu'elles soient sur des parois rocheuses, principalement dans des grottes ou des gouffres qui peuvent représenter aussi métaphoriquement dans mon roman comme on dit, le ventre de la terre, mais aussi peut-être par écho le ventre de Agathe, parce qu'elle vient de faire une fausse couche. Et donc elle se pose cette question de la transmission, des générations, et aussi clairement de ce qu'on peut laisser comme trace, ce que la planète ou un corps humain garde de traces de l'histoire ou de la mémoire. Je crois que j'ai été bouleversée de voir ces traces de nos ancêtres, parce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui pourquoi ils ont eu pourquoi on a ce besoin en fait de laisser des traces. Et moi, je ne sais pas exactement pourquoi j'écris non plus, si ce n'est que c'est un besoin très physique. Et je crois qu'il y avait un écho. Voilà. On apprend beaucoup de choses, même des choses sur les pigeons. J'ai appris des choses que je ne connaissais absolument pas sur les pigeons. C'est un très joli livre d'Elisa Chua du Sapin qui s'intitule « Le vieil incendie », paru chez Zoé. Il me semble que ce livre, Le vieil incendie, pose aussi vraiment une question centrale, c'est est-ce qu'on est obligé de faire famille ? Nathaniel, on va rentrer plus spécifiquement dans votre roman, mais peut-être avant, qu'est-ce que Elisabeth et Jack ils auraient répondu à cette question ? Est-ce qu'on est obligé de faire famille ? My two characters, Jack and Elizabeth, they come from places that they're trying to escape, and they're trying to move to a new place, in this case Chicago, to become new versions of themselves, to reinvent themselves, which is maybe a grand kind of American idea. I can go to someplace new and become a new person. And they try that experiment. They try to come to Chicago to become orphans. Mes deux personnages, Jack et Elizabeth, les deux essayent de fuir quelque part. Et donc les deux viennent à Chicago pour se réinventer. C'est peut-être une idée très américaine de devenir quelqu'un d'autre et de devenir en quelque sorte des orphelins. And I think that carries them only so far. You know, they live under this illusion that they are completely new people for a little while, but they have these large forces sweeping through them that they're kind of ignoring. You know, the stuff from their childhood, culture, etc. They're bent over by these forces. And the metaphor I have in the book for this is I lived for a little while in the Flint Hills of Kansas, a place that nobody has ever heard of, even in the U.S. But it's the last tract of a large prairie that exists in North America. And everyone's just grass forever, but every once in a while there's one tree that will pop up, and it's subject to the wind, and over time it'll just get bent over by the wind. And I felt like that's my characters. They don't even know that they haven't grown up straight. They're just like those trees. Et je pense que le fait de se réinventer, ça marche jusqu'à un certain point. Parce que pendant une période, ils arrivent un peu à ignorer des forces très importantes, des choses qui les traversent de la culture, mais aussi de leur enfance. Et dans le livre, j'ai une métaphore pour cela, parce que je parle beaucoup et je viens des Flint Hills de Kansas, et c'est un endroit où il y a des prairies, des herbes hautes, mais parfois on voit un seul arbre se pousser dans ce paysage, mais parce qu'il y a tellement de vent, les arbres poussent vraiment à côté. Et je me suis dit, mes personnages sont comme ces arbres-là, ils ne se rendent même pas compte qu'ils poussent
la façon dont il pousse est tellement influencée par le vent. Donc Bien-être, 7 ans après, les Fantômes du Vieux Pays qui avait emballé la France, qui avait un succès immense ici, vous auscultez un couple, celui d'Elizabeth et Jack, et celui d'une ville, Chicago. La rencontre du couple qui s'épie l'un en face de l'autre. Vous voulez que je fasse une pause pour traduire ? Non, je vous en prie. Ah oui, donc... J'ai vu qu'elle allait nous traduire en français. So Well-Being has come out 7 years after the Knicks, which had such a great success in France, and it's the story of Jack and Elizabeth, and also the story of Chicago. La rencontre du couple qui s'épie l'un en face de l'autre dans 2 immeubles en face de la rue est absolument savoureuse. Ils finissent par se rencontrer dans un bar, et puis le temps passe, 20 ans passent, un enfant naît, ils achètent un appartement, et la ville évolue peut-être encore plus vite qu'eux. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on continue à s'aimer, et votre écriture là-dessus, je trouve, est virtuose. Vous vous attaquez à des sujets extrêmement différents, vous les creusez minutieusement, et au-delà de la question de la famille et des sentiments, vous signez à mon sens un grand roman sur les récits. Cette question du récit, elle est omniprésente. Quel récit on raconte pour modifier notre réalité? Et au milieu de ces récits, il y en a un central, un concept presque, c'est la clinique du bien-être. Qu'est-ce que c'est, cette clinique du bien-être? About the clinic, yeah, sure. She works at a clinic called Wellness, which is, I thought, just a generic enough name that it can mean anything. And she called it that because she studies the placebo effect. She tries to induce biological reactions through storytelling. If you can tell a convincing story to someone, their body will react to it. And there's some really fascinating research on this subject. You know, like sleeping pills that are blue work better than sleeping pills that are red, you know, and these kinds of stories are around us constantly. So it seemed appropriate that one of my characters would use storytelling to try to change people's biology. Oui, donc le personnage d'Elisabeth travaille dans une clinique de bien-être où on étudie l'effet placebo. Donc elle essaye de provoquer des réactions biologiques en utilisant des récits. Il y a vraiment des recherches très intéressantes à ce sujet. Par exemple, des pilules qui sont bleues fonctionnent mieux, des somnifères qui sont bleus fonctionnent mieux que ceux qui sont rouges. Donc c'est très intéressant. Et pour moi, ça marchait bien d'avoir ce personnage qui travaillait justement sur des récits et sur l'effet placebo. Yeah, it's no secret that over the last several years it's been hard for everybody to agree on the same reality, and it's something that's been very upsetting to me. And I decided to put all of those concerns into this story because a love story is often full of fantasy. You know, the first chapter of this book I wrote as a short story when I was in my 20s. 2 people staring across an alley, seeing each other, falling in love. I thought it was fabulously romantic in my 20s. And then fast forward to my 40s. And I look at these characters, I'm like, that's not romantic. They're idiots. You know, they're projecting these fantasies onto this other person, and that's not real. So I thought, well, what a great Trojan horse for thinking about reality and fantasy than a love story. Et nous savons qu'au cours des dernières années, c'est très difficile pour tout le monde de se mettre d'accord sur la vérité. C'est quelque chose qui m'attriste et j'ai trouvé que c'était intéressant de le mettre dans le roman parce que souvent des histoires d'amour sont remplies de fantaisie. D'ailleurs, le premier chapitre de ce roman, donc quand les 2 personnages se voient à travers les fenêtres de l'autre côté de la rue, c'est quelque chose que j'ai écrit quand j'avais la vingtaine, et à l'époque j'ai trouvé que c'était extrêmement romantique. Et maintenant que j'ai la quarantaine, je trouve que c'est vraiment un peu bête en fait, parce que ces 2 personnages essayent de mettre leur fantaisie sur l'autre personne, et c'est pas réel. Et donc je me suis dit qu'une histoire d'amour, c'est le véhicule parfait pour examiner un peu plus cette question de la vérité et la fantaisie. Je le disais en introduction, votre roman est d'une précision très impressionnante sur des sujets très différents, que ce soit la psychologie, l'éducation des enfants, les troubles du comportement ou même le rapport des enfants à l'écran.
Bien-être, c'est vraiment le genre de roman où vous avez envie de souligner une phrase sur deux, à commencer par une que je résiste pas à l'envie de vous lire. Pour lui dire au revoir chaque soir, elle disait, comme tous les youtubeurs qu'il suivait à la fin de chacune de leurs vidéos, ces mots qui étrangement réconfortaient Toby. « N'oublie pas de t'abonner », murmurait-elle doucement près de son oreille. C'est absolument effrayant. It is. I remember I gave my little niece when she was maybe 3 years old. My first little niece. I gave her a book, a children's book for Christmas, and she looked at it and tried to swipe it with her finger. And it was terrifying. Oui, c'est un peu effrayant. Je me rappelle qu'à Noël, j'ai donné un livre d'enfant à ma nièce qui avait 3 ans et elle a essayé de l'utiliser comme si c'était un téléphone avec le doigt. Elle ne savait pas tourner les pages. Donc oui, c'est effrayant. Dans Bien-être, il y a des tests partout, il y a des symptômes, des troubles psychologiques et des déséquilibres mentaux. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que dans Bien-être, il y a aussi un remède pour tout. Quand on demande à Elisabeth un remède pour recréer de la passion dans le couple, celle qui s'éteint au fil des années, une forme de potion d'amour, elle répond « Une potion d'amour ? Techniquement, c'est un neurotransmetteur de dopamine ciblant un polymorphisme génétique très spécifique. Mais oui, au bureau, on l'appelle potion d'amour numéro 9. Il y a un remède pour tout dans le monde que vous créez ? Somewhere in my research, I came across an article in some scientific journal with the deeply sexy title, "Could intranasal oxytocin be the cure for marriage woes?" And that kind of gave me the idea. I don't know how it is in France. I think in the US, it's a kind of culture of if there's anything the slightest bit wrong, there's some answer that you can buy. You know, you can get a pill, or maybe you get an app that teaches you how to do mindful breathing, or you do yoga or something. There's some new diet plan to kind of help with everything. There's this impulse to optimize and always improve and be better. And I don't know about everybody else, but it stresses me out. It's almost like I need the wellness products in order to cure the stress that the wellness products created in me in the first place. J'ai fait des recherches pour écrire ce livre et j'ai trouvé un article dans un journal scientifique qui avait pour titre quelque chose comme est-ce que l'oxytocine intranasale pourrait être le remède pour nos problèmes de couple ? Et je ne sais pas comment c'est en France, mais aux États-Unis, nous avons cette culture de toujours vouloir trouver une réponse à tout. Donc, on va vouloir trouver une pilule, une appli qui peut nous apprendre à respirer mieux. On va vouloir faire du yoga, avoir un régime alimentaire différent. Il y a vraiment ce besoin d'optimiser à tout moment. Et je ne sais pas vous, mais ça me stresse. Et c'est presque comme si j'ai besoin de ces techniques de bien-être pour m'aider avec le stress que ça génère. Donc, c'est un peu ça. Yeah, these answers strike me as quite shallow. You know, like that if you're feeling exhausted and tired all the time, that maybe the answer is I don't know, a placebo pill or something. Or just get better exercise, or just breathe more deeply. Or it strikes me as quite shallow, given this kind of the scale of the social ills in the U.S. So I thought, yeah, why not use it? Why not play with it? It's funny for one thing, and I think it's evidence of a larger problem, at least in the U.S., where people try to purchase their way out of dealing with real problems. Et il me semble que toutes ces solutions ne sont pas assez profondes. On dit, si vous êtes fatigué, prenez une pilule, respirez mieux, faites plus de sport. Et ce n'est pas assez vu l'échelle des problèmes sociaux que nous avons aux États-Unis. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant de le mettre dans le livre. C'est aussi assez drôle, je trouve. Et ça montre un problème plus large. Aux États-Unis, on veut acheter toujours la solution à nos problèmes.
Je me demandais si, finalement, ce qui réunit ici les trois livres, c'est que pour chacun d'entre eux, il y a cette question sous-jacente. Et si j'avais fait un autre choix de vie que celui que j'ai fait, quelle serait ma vie? Il n'y a pas un peu ça, quand même, dans chacun de ces livres? Je ne sais pas. Yeah, I think it's like being a child. You're lying in bed thinking, oh, if only I was living on the moon. You know, it begins with some vast imagining like that, which I think belongs to childhood. And the job is to try and keep it under control as you're an adult as much as possible, except when you're a novelist, where you can suddenly imagine if my mother had gone to America. Imagine if she came home. She's not my mother. Imagine if, and then you're always creating alternative versions of yourself. Imagine if I was a girl. Imagine if I owned a bar in my town, if I owned the bar. I was serving pints all day. And so you spend your time like a little boy in bed, looking up at the ceiling, thinking, imagine if I was a dog, you know. Oui, effectivement, je pense que c'est comme l'enfant qui, du fond de son lit, se dit « Ah, imagine que j'habitais sur la Lune ». Et ce sont ces rêves, cet imaginaire de l'enfance que nous devons apprendre à maîtriser, à contrôler en devenant adultes, sauf si on a la chance d'être romancier. Et là, on peut se poser tout un tas de questions. Ah, imagine si ma mère était partie vivre aux États-Unis. Imagine que je retourne vivre dans mon pays d'origine. Et donc, chaque personne peut effectivement avoir des versions alternatives de sa vie dont il rêve. Imagine que j'étais une fille. Imagine si j'étais le propriétaire du pub dans ma ville et que je passais ma journée à tirer des pintes. Donc, chacun, en fait, sommeille en lui, le petit enfant qui, du fond de son lit, rêve d'autre chose. Et si j'étais un chien, voilà. Le petit garçon qui dit « Et si j'étais un chien ?» Chez Elisa, c'est pas tout à fait... bien sûr, ce sont des histoires extrêmement différentes, mais on a l'impression aussi que, d'une certaine manière, une des sœurs, enfin la narratrice, va se redécouvrir différente à cause de cette relation qui va se créer avec sa sœur qu'elle n'a jamais vraiment regardée, qu'elle découvre aussi. Elle se découvre en même temps qu'elle découvre sa sœur. Juste un petit mot. Hein, parce que... Mais oui, dans ce cas-là, effectivement, Agathe, elle est partie quand elle avait 15-16 ans et sa petite sœur en avait à peine 12. Et elle se retrouve des années plus tard, donc elle se voit pour la première fois en tant qu'adulte. Et elle voit leur corps aussi, elles doivent prendre des douches ensemble parce qu'il n'y a plus d'eau chaude, enfin des choses comme ça. Mais c'est simplement pour conclure une question qui me fait penser plus généralement au métier de l'écriture, parce que j'ai jamais imaginé ni même souhaité spécifiquement devenir autrice. Et les choses se sont faites vraiment de manière presque hasardeuse, même si, enfin, il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi une immense part d'autres choses. Et c'est en fait la question des vies possibles ou du choix, c'est quotidien pour moi parce que rien ne m'oblige à écrire. Quand je me lance dans un projet, je ne sais pas s'il va être accepté par un éditeur. En même temps, c'est le centre de ma vie. Et déjà, pour chaque phrase, chaque mot, chaque personnage, il faut toujours décider de tout le temps. Et en fait, c'est à la fois merveilleux, cette liberté, et à la fois, c'est écrasant. Et je me rends compte que c'est un vrai défi de trouver à chaque fois comment, en fait, se contraindre d'une certaine manière. Et Nathan, est-ce que vous avez rêvé un jour d'être un chien? Who hasn't? I mean, I related a lot to that answer because did you have these in France, the Choose Your Own Adventure books? Do you know what I'm talking about? Yeah? Okay. I used to love these books when I was a child. They're kind of game books. If you've never read one, it's like it's an adventure book and you come to the end of the page and it's like, well, if you want to go that way, turn to page 97. If you want to go that way, turn to a different page. And I always like put my thumb in the book at the spot of the choice and like read ahead and try to cheat like you always want to do in life, you know? You wish you could maybe go back to that one spot and go and do the other thing. Oui, j'ai beaucoup aimé cette réponse parce que quand j'étais enfant, j'adorais les livres où on peut choisir notre propre histoire. Je ne sais pas si ça existe en France, mais on arrive à la fin de la page et on choisit une option et ensuite on tourne
à la page indiquée. Et moi, j'essayais toujours de tricher, de voir des différentes options. Et c'est vrai que dans la vie, on aimerait pouvoir faire ça aussi, retourner dans le temps et changer des choses et voir ce qui se passe. And my characters in Wellness, I mean, they're at that point, they're reaching midlife, and they're at that point. They've been married they've been together for 20 years. They're reaching that like crisis where it's like, okay, I guess this is life. You know, when you're in your 20s, it feels like the world is infinite and my choices are infinite. And then you reach, 40s and 50s, and you're like, well, not anymore. And I guess this is what life is. And they're reaching that moment of almost terror that life's choices feel like they're narrowing and narrowing and narrowing, and they're having a kind of crisis because of it. Et mes personnages, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble et ils arrivent à un point de crise en quelque sorte, où ils se disent, donc c'est ça la vie en fait. Parce que quand on est à la vingtaine, on a l'impression d'avoir des choix infinis. Et une fois qu'on arrive à la quarantaine, la cinquantaine, ce n'est plus le cas. On se dit, c'est ça ma vie. Et c'est un peu là où sont mes personnages. Ils paniquent un peu d'avoir moins en moins de choix. Je crois que c'est aussi, et surtout, j'espère qu'on vous a donné envie de découvrir ces livres. Ces 3 grands livres, à mon sens, sur la famille. Mais 3 grands livres au sens très contemporain de la chose. On n'encense pas la famille, on ne la démonte pas non plus. On arrive parfois à vivre sans, à vivre avec. Et je pense que ces 3 livres qui, chacun, sont dans une forme de nuance et dans une forme d'intelligence littéraire qui, moi, m'a beaucoup touché. Et j'espère qu'elle vous touchera aussi. Ah mais ça, tu nous as donné très envie. Il n'y a pas de problème. Simon. Je vous rappelle les titres. Elisa Chua du Sapin, Le Vieil Incendie, paru chez Zoé. Long Island, paru chez Grasset de Colum Tobin. Et puis celui de Nathan Hill, Bien-être, paru chez Gallimard. Voilà. Merci à vous de votre attention. On va enchaîner tout à l'heure avec un autre plateau. Merci. Merci Simon. Merci.